C'est vraiment une provocation de très très mauvais goût. Tout le monde sait que le Rwanda n'a même pas 1 gramme de ces minerais dits critiques dans son sous-sol. Donc quand on signe un MOU avec ce pays, ça veut dire qu'on va encourager le pillage ou la fraude. Parce qu'il y a des petits malins qui s'amusent, on voit avec l'or, de passer avec nos matières de l'autre côté de la frontière en allant au Rwanda et les vendre là-bas. Le Rwanda ne les transforme même pas, donc il les exporte. Il touche des dividendes grâce à ça, sur le sang de nos compatriotes. Et ça, c'est inacceptable. Parce qu'avec le produit de ces ventes illicites, ils vont équiper leur armée et continuer leur expédition aventureuse en République démocratique du Congo. Et qui en est le complice? C'est l'Union européenne, ce donneur de leçons qui voulait venir surveiller nos élections ici pour dire qui a gagné, qui a perdu, des leçons sur le respect des droits de l'homme, mais qui maintenant est en train de prêcher par le plus mauvais exemple qui soit. Évoquons désormais ce qui est peut-être une inflexion préoccupante des relations internationales. Le Royaume-Uni a réussi à faire passer une loi qui lui permettra d'externaliser au Rwanda, en Afrique des Grands Lacs, dans l'Afrique des Grands Lacs, ses demandeurs d'asile. Le ministère de l'Intérieur britannique n'a pas attendu que la loi soit adoptée par le Parlement pour envoyer sa lettre à Hamza. Il y a quelques semaines, cet Iranien de 34 ans a été prévenu. Il fera sans doute partie des premiers demandeurs d'asile expulsés vers le Rwanda. Je suis très stressé, je ne sais pas quoi faire. Je ne pense qu'à cette lettre et je ne pense qu'au Rwanda. Parmi les migrants pris en charge par cette association dans le centre du pays, d'autres ont reçu le même courrier. Si avant que je vienne ici, il m'avait dit qu'il m'enverrait au Rwanda, je ne serais jamais venu. J'ai fui mon pays pour être en sécurité ici. Sinon, j'aurais été tuée par les talibans. Ça vous fait quoi d'être peut-être envoyé au Rwanda? C'est injuste, surtout pour quelqu'un qui vient d'Afghanistan. Pensez-vous que cela empêchera d'autres personnes de venir maintenant? Oui, je dis à tous les demandeurs d'asile, ne venez pas au Royaume-Uni. On l'a entendu, je dis à tous les demandeurs d'asile, ne venez pas au Royaume-Uni. C'est un demandeur d'asile qui sera peut-être contraint d'aller au Rwanda qui le dit. C'est sans doute le but recherché par le gouvernement britannique, rendre moins attrayante la Grande-Bretagne. Mais à quoi correspond ce désir d'externaliser ces migrants? C'est cher, ce n'est pas vraiment conforme aux conventions internationales, c'est cynique et ça nous dit quelque chose à la fois du Royaume-Uni et du Rwanda. Oui, tout à fait. Moi, lorsque j'ai appris cette loi, il y a déjà un moment, parce qu'on en parle depuis... Oui, elle était bloquée, notamment par la Cour suprême, je crois. Oui, exactement. Et là, c'est passé. Suprême. Et là, maintenant, effectivement, elle est passée. Et ils sont pressés parce qu'il y a des gens qui sont déjà... qui ont déjà appris qu'ils devaient partir. Ils sont pressés de la mettre en œuvre. C'est l'archétype de la décision idiote. Et c'est ça que je crois qu'il faut d'abord retenir, c'est-à-dire se poser la question... Pourquoi verse-t-on dans la stupidité et dans l'irrationnel de façon consciente et déterminée? C'est comme ça qu'il faut poser le problème. Et on voit très bien la réponse à cela. C'est stupide, c'est irrationnel pour toutes les raisons que tu as dites. C'est-à-dire que cette entreprise va coûter beaucoup plus cher que si le gouvernement de M. Rishi Sunak avait offert... Une suite dans un 4 étoiles à Londres aux candidats à l'immigration. C'est stupide parce que ça va à l'encontre de tous les principes du droit international et des droits humains. Et on pourrait ainsi continuer. Pourquoi la stupidité gagne? Et d'ailleurs, ne nous moquons pas trop des Britanniques. Quand on pense à l'Union européenne, aux milliards qu'elle investit dans son budget prévisionnel pour soutenir l'action de Frontex, on retrouve les mêmes absurdités. L'explication fondamentale, c'est que l'effet d'image est roi. C'est-à-dire qu'on ne prend plus en compte maintenant, dans l'action publique et dans la décision, la rationalité de la chose, c'est-à-dire le plus court moyen pour obtenir l'objectif maximal au moindre prix. Ce que l'on veut à tout prix, c'est créer l'effet d'image, c'est-à-dire l'effet dissuasif ou persuasif de l'image. On est de plus en plus
dans cette gouvernance par l'image. Or, l'image est quelque chose d'extrêmement dangereux, parce que l'image n'est pas la projection d'un choix rationnel, c'est la projection, je dirais, de l'affect, de la mentalité profonde de l'opinion que l'on veut conquérir. Et là, on arrive au comble de l'absurdité. Absurdité rehaussée par le fait que ce n'est pas n'importe quel pays africain qui a été choisi. Le Rwanda est gouverné par un Poutine africain, c'est-à-dire un homme qui se distingue par une politique intérieure extrêmement répressive, un régime ultra-autoritaire, et à l'extérieur par des projets de conquête. C'est-à-dire l'Ukraine de M. Kagame, c'est le nord-est du Congo, c'est le Kivu, c'est toute cette région qui est dans le sang depuis maintenant 1998. Il ne faut pas l'oublier. Donc on est au comble de l'absurde. Il y a aussi derrière tout cela, je dirais, une erreur de calcul, même à travers les faits d'image. Pourquoi ? Parce que on ne compte plus les dizaines de milliers d'humains, nos frères, nos sœurs, qui sont morts au fond de la Méditerranée dans le plus total anonymat. Et on constate de semaine en semaine que le phénomène se banalise dans la Manche également, et ailleurs aussi, bien entendu. Autour des Canaries, enfin, il y a beaucoup d'autres endroits. Et que constate-t-on ? C'est que ça ne dissuade en rien le candidat à la migration. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, à nouveau, que derrière la migration, il y a tout simplement la projection d'un imaginaire qui, chez chacun, y compris dans les lieux les plus désolés de l'Afrique, se mondialise. C'est-à-dire que quand on pense son avenir ou celui de ses enfants, on ne le pense plus dans son village, on le pense dans le monde. Et que s'il y a des tempêtes à traverser pour réaliser, comme dit cette belle chanson, ce rêve de trouver un jardin sous la pluie, j'aime beaucoup cette formule, eh bien, c'est pas ce genre de gesticulation profondément ridicule qui dissuadera quiconque. Donc on est même dans l'effet contraire à l'effet recherché. Et en parlant d'effet d'image, peut-être que l'effet d'image n'est pas terrible pour le Rwanda. Le Rwanda qui investit malgré sa pauvreté et qui a investi sur son image, notamment parce que c'est quand même un pays qui s'est relevé courageusement du génocide des Tutsis en 1994. C'est un pays qui il y a visite Rwanda sur les t-shirts, sur les maillots de footballeurs du football européen. C'est un beau pays touristique, mais c'est aussi le pays qui est considéré comme finalement l'intermédiaire du système international mafieux pour piller le Congo. Et on voit que désormais, le Congo, fatigué peut-être d'accuser le Rwanda, tire directement sur Apple et en expliquant que Apple exporte les minerais du Congo via le Rwanda, donc des minerais du sang exprès. Ça, c'est un vrai danger pour la multinationale Apple, bien plus que des gouvernements occidentaux qu'on nommerait sans trop de précision. Et finalement, ce pays donc, qui serait l'intermédiaire des Occidentaux dans le pillage du Congo deviendrait encore aussi l'intermédiaire des Occidentaux dans leur politique migratoire cynique. Ça devient beaucoup pour un tout petit pays. Tout à fait, mais pour introduire un élément de comparaison avec ce dont nous parlions dans le chapitre précédent, le double malheur du Congo, c'est qu'il vit un martyre qui, de bien des points de vue, est comparable au martyr ukrainien ou au martyr palestinien, mais il le vit dans l'anonymat et, je dirais, dans l'occultation la plus complète. Et ça, c'est probablement la chance de tous ceux dont tu décris justement le jeu cynique et mafieux, qu'ils peuvent fonctionner dans l'obscurité. Un système mafieux est à son optimum quand il fonctionne dans l'obscurité. Oui, et personne ne veut allumer la lumière. Ce qui change les choses, c'est justement que
En Europe, dans des pays comme la Belgique et la France, même si les Congolais demeurent une minorité parmi les minorités, c'est une minorité créative et les rappeurs francophones sont congolais d'origine pour beaucoup. Et au sein de la francophonie montre quand même la complainte du Congo beaucoup plus qu'il y a 10 ans ou 20 ans. C'est vrai, mais il suffit de regarder les journaux télévisés qui souvent sont très chiches en matière internationale. Mais quand parle-t-il du Congo ? Quand est-ce que le problème congolais devient un objet de débat dans l'espace public en France ou ailleurs dans le monde? Il y a bien sûr une diaspora congolaise qui est très active, tu as tout à fait raison, mais quel est l'impact final au sein de l'espace public européen? C'est ça qui permet effectivement aux États européens de déployer une diplomatie cynique qu'ils risquent d'avoir de moins en moins la possibilité de déployer dans le contexte israélo-palestinien, parce que là, on a allumé les lumières. On parlait des campus tout à l'heure. Les campus allument la lumière. Et qui allume la lumière concernant le Rwanda, concernant le Congo, concernant la plupart des conflits africains? Il ne faut quand même pas l'oublier non plus. Ça monte, je crois. Alors, on imagine que d'autres pays européens vont suivre le chemin de la Grande-Bretagne avec les accords de Frontex, après les accords de Frontex avec des pays comme la Libye, la Tunisie, le Niger même, avant le coup d'État. D'ailleurs, peut-être que c'est aussi des choses comme ça qui participent à délégitimer le politique et à permettre des coups d'État. D'autres accords pourraient se multiplier pour parquer les migrants en quelque sorte hors de l'Union européenne, les faire retourner, disons, les faire refluer, même si ce n'est pas retourner dans leur pays. Et on peut penser qu'un cap a été franchi dans la gestion autoritaire des flux migratoires avec cette affaire anglo-rwandaise, si on peut dire. Oui, mais c'est tout à fait vrai. Et on va voir ce qui va en sortir. Peut-être que la France aura son Rwanda. Oui, je ne suis pas très optimiste à très court terme, parce que je pense que ces logiques d'occultation continuent à faire leur œuvre, et parce que on sait parler à l'opinion publique un langage qui, sur l'immigration, la conduit à cette sourde indifférence, cette même indifférence que je dénonçais tout à l'heure et qui fait tellement de mal. Je crois que le vrai problème, Théophile, de l'immigration, c'est qu'on n'a toujours pas compris aujourd'hui qu'on avait changé de monde. L'immigration, c'était considéré comme quelque chose de dramatique, d'anormal, au sens étymologique du terme. Et d'ailleurs, quand elle finissait bien, on parlait de naturalisation de l'immigré. Ça veut dire qu'il redevient normal, en quelque sorte. Donc, ce temps de l'anomalie migratoire, c'était une parenthèse dans l'histoire du monde, liée à la création de l'État-nation, au culte du principe de territorialité, au culte des frontières, à la toute souveraineté, toute puissance de la souveraineté étatique. Avant, ça n'existait pas, et les populations se déplaçaient. Et dans d'autres lieux qui n'ont pas été marqués par cette culture westphalienne, la migration n'a jamais cessé. Je pense à l'Afrique, qui est une grande terre de migration interne au continent. Bon. Eh bien, et qui a une tolérance quand même un peu plus grande pour l'immigration. Parce qu'en Afrique du Nord, et malheureusement aussi un peu en Afrique de l'Ouest, il naissent des mouvements mimétiques d'extrême droite. On l'a vu. Il faut savoir. Mais ce n'était pas traditionnellement le cas. Mais ceux-là sont en retard de métro, parce qu'entre-temps, cette logique qu'ils imitent est dépassée. Nous sommes dans un monde, à nouveau, l'intersocialité, où l'ordre mondial est gouverné par des imaginaires sociaux mondialisés, c'est-à-dire l'être humain, y compris celui que j'observais tristement dans le bidonville de Makoko à Lagos. Il est connecté, il voit le monde, et voyant le monde, il voit son destin dans le monde. Et donc, la migration, elle est inscrite dans les dynamiques intersociales normales. La norme sociale a dépassé une norme politique agonisante. Cette norme politique de fermeture et de dramatisation de la migration, elle est contraire à tous les intérêts
d'un pays moderne et je dirais postmoderne, contraire à son intérêt économique, parce qu'elle a besoin de main-d'œuvre, parce qu'elle a besoin de rééquilibrer sa démographie, parce qu'elle a besoin de créer des connexions, des ponts, des passerelles entre cultures qui se mondialisent de plus en plus. Eh bien, c'est ça qu'il faut penser. Moi, ce qui me choque, c'est que on dépense des milliards pour penser la répression, pas un centime pour penser l'innovation. Merci Bertrand.